Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci à la Maison des Canaux, donc à la directrice Elisa Jadwitz s'excuse auprès de toutes et tous, mais elle a eu un accident en vélo, elle s'est cassé un bras hier. Donc on a vu sa photo sur les réseaux sociaux, donc on est désolé pour elle, parce qu'effectivement on devait les faire pour vous transmettre donc son amitié et les plaisirs à démarrer cette chaire donc aujourd'hui. Et je remercie Lucas Ajochomel qui est quelque part, voilà, qui fait partie de l'équipe de la chaire qui est permanent ici au Canon, puisque nous avons un partenariat très fort. Et donc on a décidé d'installer la partie parisienne de la chaire, parce que c'est une chaire française et internationale multiterritoriale. Elle est ici. Voilà, donc je vais attaquer les durs du sujet, puisque c'est 8 sessions donc, à l'année, c'est la première, et je suis très très heureux de le faire. Et on va parler donc dans ces masterclass des territoires innovation du manière générale. Et pour ce qui est mon masterclass, donc 1h15, et ensuite au débat et questions et débats, je vais parler donc des défis de la vie urbaine au XXIe siècle, qui est mon thème de recherche, qui commence à remonter maintenant à une bonne quinzaine d'années. Si vous pouvez éteindre le portable, c'est une bonne chose. Donc, on va aller directement donc, sur les sujets. Et quelques messages forts que je souhaite donc, vous transmettre. Aujourd'hui, il y a une vraie urgence climatique qui traverse donc, en particulier les villes, qui sont aujourd'hui les grands émetteurs de CO2, les grands consommateurs d'énergie, et qui accueille 54% aujourd'hui de la population mondiale. Donc c'est un regard sur la ville à l'heure de l'urgence climatique. La ville, c'est aujourd'hui 2% de la surface totale de la planète, c'est 70% de la consommation de l'énergie mondiale, c'est 75% des émissions de CO2, c'est 80% de la richesse qui est produite donc, dans les villes, et c'est également les lieux dans lesquels se développe de manière très très forte la pauvreté dans le monde. Donc il est nécessaire et indispensable d'avoir un nouveau regard sur la ville dans lequel on puisse parler. C'est quoi la ville, les territoires dans lesquels elle est implantée, c'est quoi l'identité urbaine, c'est quoi les nouvelles urbanités et quels sont les défis à l'heure où le climat devient aujourd'hui non seulement une préoccupation essentielle, mais avant tout une question même de survie pour l'humanité d'ici la fin de ce siècle, si des mesures radicales ne sont pas prises. Vous regardez donc sur cette carte en dynamique l'évolution de la population mondiale et en particulier, il suffit de constater sur les dernières 70-80 années cette croissance exponentielle où nous sommes passés de 2 milliards d'habitants en 1930 à 7 milliards 400 millions aujourd'hui. Donc on voit que ce monde qui est un changement, c'est un changement qui continue de manière irréversible. On ne reviendra pas en arrière de ces tendances mondiales. On l'a analysé, vous voyez les chiffres, sur une centaine d'années. Donc, ce n'est pas la peine de tortiller. Voilà. Donc, quand on vous dit c'est les grands remplacements, il y a des hordes qui vont venir vous remplacer, là on est dans les fakes. On est vraiment dans l'idéologie, on est dans la représentation. Voilà. La réalité, c'est que le monde change, que nous avons connu 70 ans de domination euro-nord-américaine, puisqu'elle est liée à l'essor donc, des puissances mondiales après la révolution industrielle, qui était accompagnée de la maîtrise des technologies, qui était accompagnée de la maîtrise des sciences, et qui ont généré un modèle productiviste, le Fordisme, le Taylorisme, et qui a accompagné les développements urbains, les développements des villes. Les villes elles sont grandies, vous l'avez vu avec les cartes entre 1914 et 2000, les villes ont grandi avec les développements donc de Taylorisme et de Fordisme, parce que c'était des villes dans lesquelles on les a construites pour accompagner un processus de production en masse, un processus de consommation en masse, accompagner la révolution industrielle, accompagner les usines de fabrication, accompagner la révolution donc, thermique, le pétrole, les énergies fossiles, les plastiques et les bétons. Et donc, tous ces villes-là se sont construits avec un paradigme qui maintenant il remonte à une centaine d'années, quand l'économie obéissait à cette puissance industrielle liée à la maîtrise des sciences et techniques,
donc la révolution industrielle, la machine à vapeur, l'électrification, et qui représentait un avantage compétitif qui s'est accompagné par un nouveau type de développement urbain. Ce monde d'aujourd'hui, il est en train de basculer démographiquement, mais par l'ubiquité massive, il est en train de basculer aussi au niveau des connaissances, parce que l'ubiquité fait que les connaissances qui étaient acquises, donc en Europe et en Amérique du Nord, pour lesquelles il fallait aller chercher, donc se déplaçant physiquement, ça change aujourd'hui parce qu'elles sont accessibles à peu près partout. Et donc, ça crée des nouveaux rapports par rapport à la connaissance, par rapport à l'innovation, et qu'on trouve donc beaucoup de lieux dans le monde dans lesquels on innove autant qu'ici, ou peut-être plus, et même sur plus, par rapport donc à ces nouveaux modèles, je dirais, qui se développent et dans lesquels la vie urbaine, il joue un rôle de pivot majeur. Regardez donc cette Europe donc en 3D, et vous voyez donc comment ce sont les villes au XXIe siècle qui sont en train de façonner les territoires. Vous regardez la France, dans cette vision en 3D, vous reconnaîtrez parfaitement la diagonale divide, dont on en parle aujourd'hui avec les Gilets jaunes, tout le monde parle de la diagonale divide. Vous la voyez parfaitement, la diagonale divide, elle commence ici, elle va jusqu'à Biarritz, vous voyez, donc ce sont des zones dans lesquelles la densité de population est extrêmement basse. Quand on est en Haute-Marne, on est quasiment à 20 habitants par kilomètre carré, et quand on part de Strasbourg, on est plutôt à 300 habitants par kilomètre carré. Vous voyez, donc les développements urbains a façonné également la manière comme le territoire se recompose autour des phénomènes d'urbanisation. L'Europe, dans son ensemble aujourd'hui, ça représente 77% d'urbain. Donc, la France aujourd'hui, 80% des Français habitent dans 20% du territoire. Donc, le phénomène urbain a recomposé. Je suis né en Amérique latine et j'ai quitté l'Amérique latine il y a presque pile poil 40 ans. Quand j'ai quitté l'Amérique latine, c'était un continent de paysans. Ça veut dire qu'il y en avait 80% des paysans, il y avait 20% d'urbains. 40 ans après, les rapports sont inversés. Aujourd'hui, l'Amérique latine, c'est le continent le plus urbain du monde. Il y a 80% d'urbains et 20% de ruraux. La révolution agraire, la révolution paysanne, Pancho Villa, les sombreros, tout ce qu'elle est avec, les révolutions agraires, avec la fourche, hein, c'est aujourd'hui un phénomène qui n'est pas marginal, mais qui est réduit dans un monde qui n'est plus agricole, mais qui s'est urbanisé avec le développement de grandes villes qui représentent 6-7 millions d'habitants, développées de manière souvent très anarchique, avec énormément de problématiques socio-économiques et des biens vivre, etc. J'étais en Tunisie, je le disais, ce matin, j'ai donné une conférence hier soir sur le digital et le développement urbain. Un pays comme la Tunisie, aujourd'hui, c'est 66% d'urbain. Voilà. Donc, quand il y a 30 ans, également, ça n'arrivait même pas à 40%. Donc, vous voyez comment nos territoires se recomposent et vous voyez également comment cette dynamique urbaine montre. Donc, Grootman, et ça a été repris par Jacques Chérec, qui était dirigeant de la CFDT, qui est mort il n'y a pas longtemps, ex-ministre de l'aménagement des territoires. Et il avait développé, donc, pris pour lui ce concept scientifique qu'on appelle la banane bleue. La banane bleue, c'est quelque chose qu'on voit de l'espace et qui montre la continuité territoriale des grandes villes européennes et dans lesquelles la proximité des villes à villes, elle est très forte en dehors des liens étatiques ou pas qui peuvent exister. Et vous voyez, donc ça c'est la banane bleue, vous la voyez ici, voilà. C'est ces zones de très haute densité, donc ça continue ici, Milano en fait. C'est ce qu'on appelle la banane bleue. Donc, ça s'appelle la banane bleue, c'est le phénomène de la métropolisation. Et Goodman, quand il a pondu le concept de mégalopole, il en a pris 3 exemples. Il a pris Boswash, Saint-Saëns et la banane bleue. Et donc, vous voyez que ça représente, je ne l'ai pas présenté ici, mais je le fais souvent, on a fait une anamorphose dans laquelle on déforme l'Europe par rapport à un critère qui est 1 heure de TGV. Et donc, vous voyez que quand on fait l'anamorphose à 1 heure de TGV, la carte de l'Europe, elle s'écranche totalement ici. Donc cette zone-là, les carrés sont plutôt éloignés parce qu'il y a plus d'1 heure de TGV, tandis que cette zone-là, elle est
totalement à proximité parce que souvent il est moins d'une heure de TGV. Voilà. Ça, c'est donc des impacts de la métropolisation du monde et des infrastructures qui vont avec pour vouloir satisfaire cette métropolisation, mais avec des effets qui sont avec un gros point d'interrogation sur le territoire. Qu'est-ce qu'on fait de ces territoires qui se dépeuplent? Qu'est-ce qu'on fait de ces territoires dans lesquels des gens y habitent quand même, mais qui perdent de l'attractivité par rapport à la métropole? Pourquoi 80% des habitants habitent dans 20% des territoires quand on pourrait, à l'heure de l'ubiquité, habiter dans des territoires loin de la métropole, d'une manière plus zen, tout en travaillant? Mais il y a un phénomène aujourd'hui de grégarisation, en quelque sorte, qui est beaucoup plus poussé que la simple attractivité économique, parce que le monde ubiquitaire a créé également une attractivité socioculturelle. Je l'appelle ça donc une culture urbaine transmédia qui est véhiculée des instruments comme Facebook, donc j'en parlais tout à l'heure, bien qu'on peut être voisin en étant à l'opposé du monde, le fait de pouvoir faire un événement sur Facebook et pouvoir y aller en masse, ça amène à cette notion de voisinage où tout le monde veut y être. Je n'ai pas le temps pour les dire sur des études que j'ai faites, par exemple, en Mongolie ou Ulaanbaatar, qui est donc le lieu où il y a le moins de densité dans le monde, c'est surtout les steppes, et culturellement des nomades qui vivent en yourte, et les yourtes elles sont toutes de la même taille, de la même couleur, elles sont toutes blanches, la porte est toujours toute petite, et il n'y en a pas à petit poids, il n'y a pas à double étage, il n'y a pas avec des garages, il n'y a pas avec double garage, rien. Tout le monde a la même. La porte est toute petite parce qu'on doit, avec un seuil comme ça pour rentrer, parce qu'on doit lever les genoux et s'agenouiller, puisque c'est un signe d'humilité par rapport au Bouddha qui est au bout, etc. Mais cette culture se perd au détriment donc, de la capitale Ulaanbaatar. Aujourd'hui, il y a 400 000 habitants qui sont agrégés non plus dans des yourtes, mais dans des bâtiments en béton. Et dont la yourte, maintenant, sert aux gosses pour jouer, comme si c'était la cour. Et ça a perdu donc, tous les domaines culturels que ça portait avec, parce qu'il y a ce phénomène donc, de grégarisation dans lequel les réseaux sociaux poussent pour beaucoup et dans la perte donc, de ce que j'appelle l'identité urbaine et les urbanités. Regardez juste pour le fun cet exercice donc, statistique qui est de vous donner juste une idée de ce que représente aujourd'hui la bascule du monde par rapport à l'Afrique, par rapport à l'Asie, par rapport aux lieux dans lesquels les grandes métropoles, donc les grandes mégalopoles se développent. Vous prenez la population européenne, vous prenez donc notre Europe en tant que telle, et vous voyez que la péninsule ibérique, donc ces deux grandes villes, Séoul et Karachi, vous voyez que tous les pays nordiques, ça ne fait même pas l'addition de tous les pays nordiques, ça ne fait même pas Delhi. Les UK, qu'ils sortent ou qu'ils rentrent, c'est un peu une pièce à la Fédo, là. Donc, je suis rentré, ils sont sortis. Ah, avec ma fiancée, l'Europe, oh là là, je m'en vais. Oh, mon mari, l'Europe m'a vu. Bon, qu'il s'en aille ou qu'il reste, voilà, c'est Shanghai ou Tokyo. Vous voyez la France et l'Allemagne, le moteur de l'Europe, la France et l'Allemagne, c'est trois villes-mondes, donc Mexico, Shenzhen et Hangzhou. Mais pour ceux qui connaissent la Chine, Shenzhen, il y a 25 ans, c'était un terrain vague, c'était vide. Aujourd'hui, ça représente donc un des lieux dans le monde dans lesquels il y a le plus de croissance urbaine et ratio par rapport au PIB. Voilà, donc c'est une ville qui est sortie des terres, qui est extrêmement donc, poussée dans son développement. Voilà, donc l'Allemagne plus la France, ça représente donc Shenzhen, Hangzhou, Mexico. Et vous voyez, donc l'Italie, c'est New York et les Caire. Voilà, c'est juste des images un peu choc pour changer les représentations du monde que nous avons et pour imaginer et voir le monde avec, non pas des lunettes, mais les vrais yeux de ce qui est en train de se passer pour mieux comprendre nos défis. Cette conférence de Jean Lugarin s'appelle « Les défis des métropoles au XXIe siècle ». C'est-à-dire qu'il faut poser les défis au bon endroit. Donc le défi, ce n'est pas les grands remplacements. Les défis, ce n'est pas chercher à tout prix et la croissance économique par rapport à un PIB sur la problématique de la dette ou pas la dette. Les problématiques, c'est comment on crée de la valeur sociale, économique, écologique dans les villes à l'heure de l'urgence climatique, quels sont les vrais indicateurs de qualité des vies, comment on construit la qualité de vie urbaine et comment les villes impactent
les territoires dans lesquels elles se situent. Parce qu'il n'y a pas que les villes elles ne sont pas hors sol. La ville, quelle qu'elle soit, elle impacte un territoire. Et on doit se poser la question, cette ville-là, quelle est son attractivité par rapport à un territoire? J'ai parlé donc des grandes villes comme Shenzhen, j'ai parlé des grandes villes comme Shanghai, et comme Mexico, comme New York, comme Le Caire. Mais c'est vrai aussi par rapport à nous en Europe. Regardons le point bleu qui est là, dont on en parle tous les jours du matin au soir, donc Londres, ces points bleus. Il y a plus d'habitants dans ces points bleus que dans chacun des pays séparément, qui correspondent donc à leur espace en jaune. Voilà. Il y a plus d'habitants à Londres que dans tout le Portugal, par exemple. Donc il y a plus d'habitants à Londres qu'en Grèce, et ainsi de suite, ou que dans la totalité également donc, des pays nordiques. Donc ça veut dire que ce phénomène de l'impact métropolitain doit être pris en compte aujourd'hui à l'échelle des nouveaux facteurs d'interdépendance qui se sont créés. On dit 140 villes aujourd'hui en Europe portent l'essentiel donc, du PIB européen, mais ces 140 villes sont interconnectées entre elles. Donc on assiste planétairement au XXIe siècle, le siècle des métropoles, à cette notion qui a été, après Goodman, en 1992, la sociologue et scientifique Saskia Sassen, qui est donc une grande personnalité mondiale, qui aujourd'hui travaille à l'Université de Columbia et à la London School of Economics, elle a écrit donc un texte fondateur que je vous invite à lire, qui s'appelle Global City, qui est traduit en français par la ville-monde. C'est l'expression qu'on entend souvent, donc dans beaucoup d'émissions, la ville-monde, la ville-monde. Donc on voit que le monde, effectivement, a vu émerger au siècle des métropoles ces villes-mondes, les global cities, qui représentent un défi économique, un défi social, un défi écologique, un défi culturel et un défi également des zénitudes, parce que les villes sont également, elles sont devenues très anxiogènes. On est loin de la vie des villages qui était paisible, avec des tensions plutôt familiales à la remue qu'on a pu voir donc, dans les années glorieuses. Et là, aujourd'hui, ces défis des villes, sociales, économiques, culturelles, écologiques, et donc des résiliences, représentent une nouvelle qualité qui est celle des villes, qui deviennent également des centres de pouvoir. Saskia Sassen appelle ça des centres de commandement. Donc le Global City, c'est ces villes-là qui deviennent, par ces caractéristiques-là, des centres de décision et qui parfois se déterritorialisent, se déterritorialisent par rapport aux États. C'est-à-dire qu'on assiste à un phénomène dans lequel les villes se mettent en réseau. Saskia Sassen appelle ça donc les anneaux de régulation des premiers et deuxième niveaux, parce que les villes se mettent en rapport entre elles, en dehors des territoires des États auxquels elles appartiennent, et elles développent donc une nouvelle vie d'interdépendance, de relations, des masses critiques, d'échanges. On a vu apparaître il y a 30 ans un réseau mondial qui s'appelle Métropolis, l'association mondiale des grandes métropoles. Aujourd'hui, ça fédère les grandes concentrations mondiales des villes. On a vu apparaître donc un réseau mondial qui s'appelle CGLU, qui sont donc les collectivités territoriales. On a vu apparaître donc le C40, qui est ici, donc au deuxième étage. Vous avez les sièges européens du C40, les So 40 Cities, dont la présidente, c'est Mme Hidalgo. Métropolis, c'est le maire de Berlin qui est président. CGLU, c'est la maire de Montréal. Peut-être que je me trompe parce que ça a changé. Mais bref, on voit apparaître donc ces anneaux de régulation. Mais au-delà, on voit apparaître des coopérations économiques entre des villes. On voit apparaître des appels d'offres communs dans lesquels plusieurs villes se mettent d'accord pour faire un appel d'offres, pour mutualiser, pour diminuer les frais. On voit apparaître des projets comme Reinventing Cities, portés par les C40, dans lesquels une douzaine de villes se mettent d'accord pour développer des nouvelles expériences urbaines. Bref, donc on voit que cette notion, effectivement, de poids des villes aujourd'hui représente une respiration dans un monde dans lequel, donc sur les États, parfois, on s'y perd dans la politique qui est la leur.
On le voit aux États-Unis avec l'arrivée de Trump. On voit l'importance qu'a pris donc, les associations des maires donc, en Amérique, qui deviennent aujourd'hui les bastions dans la défense du climat. Donc, sur la côte ouest, sur la côte est, c'est eux qui portent la défense du climat. On le voit sur des réseaux comme les C40, qui est à la pointe également sur le climat. On le voit au Brésil, quand Bolsonaro arrive donc, en tant que carbosceptique autoritaire, donc comment les villes deviennent des valeurs refuges. Et on voit aussi l'enjeu politique sur les villes, parce que ça représente des liens de confiance et des liens de proximité. Donc, cette notion d'interdépendance, je dirais, c'est l'autre élément majeur qui apparaît de manière fonctionnelle dans ce monde urbain. Regardez ici, vous avez une page écran d'un quart d'heure de trafic maritime. Donc, il faut savoir que les trafics maritimes aujourd'hui, ce qu'on appelle la conteneurisation du monde, est un élément très important que joue dans les villes. Il y a une association mondiale que je soutiens, à laquelle je vais régulièrement, je suis invité à tous ces congrès, qui s'appelle l'Association internationale des villes portuaires, qui a été créée par l'initiative française, par les maires Antoine Rovnacht de la ville du Havre, dont est toujours le siège exécutif de cette association. Et ça réunit l'essentiel des villes-ports du monde. Et les villes-ports du monde, c'est des centres névralgiques, puisque c'est dès là où arrive la conteneurisation du monde. Ce n'est pas un hasard que le plus grand port du monde soit en Chine, qui s'appelle Ningbo, qui est juste à côté de la grande métropole chinoise, qui est Shanghai. Et ainsi de suite, on peut regarder la carte donc, du monde des ports, parce que la conteneurisation du monde, c'est les reflets de la manière comme les urbains métropolitains vivent, en particulier avec le monde ubiquitaire, traversé par le commerce électronique, et les offres des plateformes numériques de type Amazon, Alibaba ou autres, qui, avec donc, des abonnements comme Premium, vous donnent l'opportunité d'avoir en une heure la chaussure que vous voulez, le bouquin que vous voulez, même maintenant des tomates. Voilà. Et l'impact que ça a pour casser la dynamique de la vie urbaine, de la vie des proximités, de la vie des quartiers, au profit de la conteneurisation du monde, parce que chaque clic que vous faites un premium pour aller acheter sur Amazon ou sur Alibaba, c'est ci ou c'est là, c'est des containers qui circulent au travers le monde, des bateaux, pour amener ces objets jusqu'à l'entrepôt le plus proche, voilà, et à fur et à mesure que les algorithmes se développent, jusqu'à anticiper votre prochaine commande et l'objet est déjà à côté de chez vous, etc., etc. Donc la conteneurisation du monde, avec tout son volet, donc la maîtrise des ports, est un axe stratégique aujourd'hui. Je vous invite à lire ce qui concerne donc les grands projets stratégiques des 30 prochaines années de la Chine qui s'appelle la route de la soie. Vous avez vu que le Premier ministre chinois est venu il y a quelques jours. Il a signé l'adhésion de l'Italie donc, à la route de la soie, c'est-à-dire le contrôle de tous les ports stratégiques qui permettent de faire effectivement cette conteneurisation et transformation du monde par les objets. Et bien entendu, jamais les hommes n'ont jamais pu autant se déplacer physiquement, puisque vous voyez donc une capture écran d'un quart d'heure des trafics aériens, donc en Europe de l'Ouest, à direction des États-Unis, et vous voyez parfaitement le nœud qui s'est créé au niveau des villes. Donc vous voyez que chacune des villes donc s'intersectent, voilà. Donc on voit bien tous ces trafics aériens métropolitains avec des billets donc aujourd'hui qu'on appelle low cost, des 50 à 300 euros à 500 euros, vous pouvez faire le tour du monde. Et ça représente aussi cette autre capacité du monde. Donc, j'ai parlé d'interdépendance, j'ai parlé d'interconnexion des objets et maintenant d'interconnexion et des déplacements physiques des gens. C'est pour ça que la vie métropolitaine, quel qu'elle soit le droit du monde où nous sommes, où nous serons, elle sera de plus en plus brassée, elle sera de plus en plus cosmopolite. C'est pour ça qu'on ne peut pas confondre voyage, déplacement, migration. J'ai une fois de plus avec du grand remplacement, c'est des sottises de ce type-là, parce que c'est inhérent aujourd'hui à l'interconnexion globale du monde quand les villes offrent de l'attractivité. Chaque ville essaye d'être attractive, donc elle fera le maximum pour attirer des touristes, pour attirer des investisseurs, pour attirer des étudiants, pour attirer des scientifiques. Et donc, cette richesse qui est créée attire également des démunis, des gens qui rêvent, des gens qui veulent tenter leur chance, etc. C'est inhérent. Mais l'essence urbaine, elle reste profondément ancrée dans chacune des villes. Il n'y a pas
une lacération, il n'y a pas une perte, il n'y a pas une menace en tant que telle. Ce sont des phénomènes naturels. Et donc, cette espèce de vue cosmopolite du monde n'est pas un grand mot, ce n'est pas une grossièreté, c'est juste factuellement un reflet d'un monde aujourd'hui qui évolue dans cette urbanisation. Reprenons nos 100 ans qui nous servent de référence tout au long de cette leçon inaugurale. Regardez en 1914, donc ce n'est pas si loin que ça, donc une centaine d'années, comment on s'est déplacé au travers le monde. Et donc pour aller d'un endroit à l'autre de la tache rouge au milieu, il fallait 5 jours. Pour aller à un endroit vert ou bleu, il fallait entre 30 et 40 jours. Donc bien entendu, le contexte de voyage s'est prêté beaucoup moins. Donc il n'y avait pas Internet, on a vu au départ, c'était des empires. Voilà, donc les villes n'étaient pas aussi présentes en termes d'attractivité. Si on garde la même isochronie, donc les mêmes types de cartes et les mêmes types de tâches, vous voyez donc là, aujourd'hui, pour aller dans n'importe quelle tâche rouge, c'est une question de quelques heures. Et pour aller à l'endroit qui reste les plus bleus ou les plus verts, il n'y en a plus beaucoup, au pire, c'est une journée et demie, vraiment au pire. Après, vous allez boire un pot à Séoul et passer la nuit à Séoul parce que vous continuez ensuite sur Singapour, c'est votre problème. Mais techniquement, donc c'est une journée et demie et on vient de faire les premiers vols directs, je pense d'ailleurs, Singapour-New York. Donc ça va de pair avec cette capacité d'interconnexion physique qui s'est fait au niveau de déplacement. Quand on rajoute tout près de nous, quand on rajoute donc les dernières 15 années, il y a la composante ubiquitaire. Ce n'est pas le fait qu'ici on pleure le pape Jean-Paul II et qu'ici on soit très gai parce que c'est le pape François qui est arrivé. Ce qu'il y a entre les deux, c'est qu'ici, il y a un portable en Siemens, donc qu'on cherche à la loupe et peut-être un deuxième, et que là-bas, il n'y en a aucun. Voilà. Et donc, cette grande composante ubiquitaire, elle se retrouve donc en 2007. Elle dépasse toutes les croyances, toutes les religions, toutes les appartenances à tout ce que vous voulez. Tout le monde a 1, 2 ou 3 éléments de connectivité ubiquitaire. 2014, donc même pas 5 ans, nous avons donc maintenant donc les objets connectés de toutes sortes. Maintenant, nos rapports à notre corps ont complètement changé. La plupart des gens comptent leurs pas dans les journées, rien qu'avec leur téléphone et autres. Donc, nos propres rapports avec notre environnement, donc, ils changent. Vous voyez donc, 2018, 55% d'urbains et un taux de pénétration donc, des utilisateurs des devices mobiles de l'ordre de 70%, avec 40% qui participent activement dans les réseaux sociaux, donc plus de 3 millions de personnes par jour qui utilisent les réseaux sociaux. Et surtout, intéressons-nous, puisque c'est très lié à la vie urbaine et à la métropolisation du monde, chaque année, on a une France et demie qui s'est créée. Chaque année, on a 80, en fait un peu plus, 90 millions d'habitants de plus. Donc c'est les taux de croissance aujourd'hui de la planète. Donc une France et demie, et quand on fait les 12 coups de minuit, on a une France et demie de plus. Et pour 90 millions d'habitants, on a 300 millions de nouveaux utilisateurs de réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on est sur un rapport de 1 à 10 entre des nouveaux habitants et des nouveaux utilisateurs des réseaux sociaux. Vous voyez ? Donc, ça signifie que cette urbanisation du monde, cette métropolisation, cette hyperconnectivité, cette ubiquité permanente, elle continue donc à se développer, produisant donc une transformation de notre propre perception avec celle de l'environnement dans lequel nous sommes plongés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la problématique de l'identité territoriale est au cœur des choix des humains dans les 10, 15, 20 années à venir, parce que la bascule du monde, elle va être étroitement liée à la représentation que nous nous faisons. Si on a à chaque fois 90 millions d'habitants de plus, et si on en a un rapport de 10 dans l'utilisation des médias sociaux, ça veut dire que ce que se dira dans les médias sociaux sera un des facteurs les plus importants dans la manière comment on façonne
donc une manière de penser, une manière de se représenter le monde et surtout une manière de se lier à l'autre et de percevoir l'autre. Quand vous voyez donc sur cette carte-là, de manière détaillée, les 3 millions d'utilisateurs du slide précédent, déjà Facebook, c'est 2/3. 2 milliards 300 millions d'utilisateurs de Facebook. YouTube, 1 500 000, c'est-à-dire 2 des GAFA, parce que Facebook, YouTube c'est Google, et donc Facebook, donc c'est les... Et vous voyez donc en Asie, WeChat, qui est l'équivalent chinois, c'est 1 milliard d'habitants. Quand il y a 20 ans, il y en avait 0. Il y a 20 ans, il y avait 0. Les gens n'avaient même pas de chéquier, le peu de cash était planqué chez la même mère. Aujourd'hui, personne ne fait les moindres achats en Chine si ce n'est pas par son téléphone, avec soit WeChat Pay ou Alibaba Pay. Voilà. Même aujourd'hui, un parapluie, j'étais à Shanghai au mois de septembre, les parapluies, je l'avais sur une rambarde qui était accrochée, j'ai mis mon téléphone, on le sort et quand on n'en veut plus, on le ferme, on la met dessus, on paye avec son téléphone, etc. Voilà. Donc, vous voyez donc la manière quand les réseaux sociaux captent une population qui est devenue urbaine. Et c'est ça qui est un phénomène très intéressant à analyser d'un point de vue scientifique, c'est-à-dire qu'il y a une corrélation très forte entre un développement de la vie urbaine, de la vie métropolitaine, de la vie mégalopolitaine, avec la massivité des réseaux sociaux et donc la manière comment on construit la perception de son territoire. Je dis une fois de plus, on aurait pu imaginer qu'à l'heure de l'ubiquité massive, on peut à ce moment-là ne pas engorger les villes et habiter dans des endroits calmes, nature, placide, en Afrique par exemple. Ben non, on a 7 millions d'habitants à Abidjan, de capitale de Côte d'Ivoire, dont 3,5 vivent en situation de misère dans uniquement 2 quartiers. Bogota, 7 millions d'habitants, avec un seul quartier qui fait, lui, tout seul, 3 millions d'habitants, issus donc un peu n'importe comment. Et tout le monde est hyper connecté, et parfois avec 1, 2, jusqu'à 3 équipements. Donc, parce qu'il y a un lien des émulations transmédia qui fait qu'on prend une certaine idée de vivre donc, dans ces agglomérations urbaines, quelles qu'elles soient, donc les conditions dans lesquelles elles se passent. C'est pour ça que finalement, la question par rapport aux défis qui se posent au XXIe siècle, quand on met tout ça bout à bout, c'est dans quel type de ville on veut vivre. Voilà. Est-ce que la ville dans laquelle nous vivons est une ville dans laquelle l'ubiquité crée un phénomène de déconnexion sociale et on voit le monde uniquement à travers son device et on ne le voit plus au travers les cieux? Je vous invite à regardez le remarquable Eric Pickersgill que Florent Pralon m'a fait connaître, puisqu'il a fait un TEDx à Panthéon-Sorbonne il y a 18 mois à peu près. Et donc Eric Pickersgill est un photographe de Caroline du Nord. Et il a donc un travail photographique extraordinaire qui s'appelle Social Removed, et qui est donc, il prend des photos des gens qui ont des appareils, hein, et il les enlève, tout simplement, hein, par Photoshop. Et ça produit donc des situations extrêmement intéressantes, voilà, sur la qualité des vies et la qualité de la connexion sociale. Voilà, donc le père et la fille, lui il avait le téléphone, l'autre il avait sa tablette, ils n'ont plus. C'est extrêmement intéressant. C'est pour ça que si maintenant on veut commencer à faire converger tout ça dans quelques hypothèses de travail sur ce qui sera la ville au XXIe siècle, eh bien, il y a une chose qui me tient à cœur, en tout cas, c'est mon hypothèse, c'est ma référence des travaux scientifiques. La ville est un organisme vivant. Il faut voir la ville comme un lieu vivant. Il faut le voir comme un lieu qui respire, comme un lieu dans lequel on le fait bouger, dans lequel il faut le sentir, et qui a sa sensibilité. Et il faut voir la ville, effectivement, comme tout être vivant, c'est-à-dire comme un organisme vivant qui possède, comme tout organisme vivant, donc un métabolisme. Et aujourd'hui, comme tout humain qui a un métabolisme, donc il faut comprendre son ADN pour identifier quelle est sa vraie identité. Et à ce moment-là, quand on comprend son identité, on n'est plus respectueux de l'identité des autres, parce qu'on est allé chercher au fond de soi-même qui nous sommes, qu'est-ce qui nous différencie de l'autre. C'est cette notion de l'altérité. C'est cher donc, au philosophe, à Derrida. Donc, je me différencie des autres parce que je suis, et pas parce qu'il me manque chez l'autre. Donc c'est ça la différence qui conduit aujourd'hui au populisme et au racisme, c'est quand je trouve dans l'autre
c'est qu'il ne me plaît pas ou qu'il n'est pas comme moi. Donc, les lunettes, il est noir, et l'autre est rousse, et donc là, ça m'énerve. Donc, plutôt que piocher dans ce que je suis moi, quelle est ma richesse et qu'est-ce que je peux apporter aux autres, qu'ils soient noirs, qu'ils portent des lunettes ou qu'ils soient rouges. Donc, le métabolisme urbain est aujourd'hui la richesse des villes, puisque c'est elle qui permet de comprendre son ADN, son identité, parce que la ville n'existe pas, il existe des villes. Chaque ville, elle obéit à un contexte qui lui est propre, social, géographique, culturel, politique, religieux. Donc, ce qui se passe, ce qu'on peut faire à Sao Paulo, à Tombouctou, à Goa, à Shanghai, à Paris, à Bordeaux, ce n'est pas de la même nature, parce qu'il faut bien comprendre. Donc, il faut identifier la généricité de la fonction sociale urbaine. Qu'est-ce qui me fait habiter dans un endroit et à quelle fonction sociale je peux accéder pour satisfaire mes besoins humains, mais également par rapport à cette ville et par rapport au territoire dans lequel j'habite, quelle est l'identité et qu'est-ce qui fait que je m'attache à ce territoire et que je deviens fier de ce territoire étant ouvert aux autres. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, on cherche à faire que ma ville ou mon territoire soit plus grand que les autres, mais par la négation. Donc on veut que l'Amérique soit plus grande que les autres, que le Brésil soit plus grand que les autres, que l'Italie soit plus grande que les autres, mais on ne cherche pas à faire grandir d'abord soi-même. Le fait de grandir soi-même, d'avoir un better me, d'être meilleur moi, pour avoir un better world, pour avoir un meilleur monde, change complètement la relation entre ce que nous vivons dans la ville, ce que nous vivons avec l'autre et notre capacité à les percevoir. Parce que on a une image de la ville, toujours dans la représentation, qui a été faussée au travers le temps. Tant qu'on n'aura pas compris que quelle qu'elle soit ma puissance intellectuelle, ma puissance de frappe, ma capacité à convaincre des gens, les gens qui sont charismatiques, les leaders politiques, etc., il faut avoir l'humilité de comprendre que la ville est un organisme vivant qui correspond donc à un être complexe. Et la complexité, c'est avant tout ne pas pouvoir raisonner de manière globale, ne pas pouvoir raisonner de manière analytique, ne pas raisonner de manière déterministe. La pensée complexe signifie d'abord complexus, c'est ce qui est tissé ensemble. Complexus, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas me comprendre, ça ne veut pas dire que ma pensée est tellement complexe que personne ne me comprend. Ça, c'est vraiment ça, c'est pareil, des représentations de foutaise. La vraie complexité, c'est de la capacité à tisser ensemble. Complexité, c'est complexus, c'est tisser ensemble. Donc, tisser ensemble, ça veut dire qu'on est capable d'identifier les intersections, les interdépendances, les fragilités. Ça veut dire qu'on est capable de comprendre les incomplétudes. Ça veut dire qu'on est capable de comprendre que les processus de connaissance sont itératifs, qu'on n'a jamais une vision qui peut avoir la totalité et que je ne peux jamais prédire tout ce qui va se passer. Parce que cette complexité par les interdépendances fait qu'on s'intéresse plus à des choses qui émergent qu'à des choses qu'on peut planifier. Et c'est ça la grande difficulté de la ville. Vous pouvez planifier autant que vous voulez la ville, ça ne se passera pas comme vous le voulez. Parce qu'on a affaire à des territoires, à des hommes, à des femmes, et à énormément de besoins de natures différentes. Donc, il faut bien comprendre, au XXIe siècle, et il n'est quand même pas trop tard de commencer à le comprendre, que la ville, quelle qu'elle soit, elle est par définition incomplète. Elle ne sera jamais complète, elle sera toujours incomplète. Il y aura toujours des choses à faire, elle sera toujours à l'évolution. Quand on dit qu'il y a 6500 chantiers à Paris, on n'en peut plus, il y en aura toujours des chantiers à Paris, puisque c'est des villes qui, en permanence, changent, en permanence, grandissent. Il y a des nouvelles choses qui se produisent. Il y a des équipements qui vieillissent, qu'il faut changer, des canalisations qui étaient en cuivre, qui maintenant il faut remplacer. Il y a des choses qui étaient en amiante, on a découvert qu'il est cancérigène, maintenant il faut les changer, etc. Donc c'est la notion d'incomplétude, elle est pareille que chacun de vous, chacun de nous est très vivant. On n'est jamais complet, on est toujours en développement. La deuxième notion, c'est l'impermanence. La ville, c'est comme l'être humain, on est impermanent. Ça veut dire qu'on comporte une très grande fragilité. Rien ne peut prédire qu'un sortant d'ici, je m'écroule d'un AVC, boum, les mecs, il a fait son cellule inaugurale, ciao les gars. Qui peut le dire? Personne. Elisa, elle devait être là, elle s'est cassé un bras hier avec son vélo. Pourtant, c'est pas la maline, c'est arrivé comme ça. Voilà. Donc, voilà, l'impermanence, c'est pareil dans les villes. C'est extrêmement fragile, à tout moment.
Voilà, il y a un dingue qui déboule avec une calache, il nous fout un l'air de truc ici, et la ville est paralysée. Voilà, tant que les mecs, on ne l'a pas trouvé, on ne l'a pas buté, ou on ne l'a pas mis en prison, je ne sais pas. Voilà. Donc, voilà, ou un accident, ou une catastrophe, voilà. Donc, l'impermanent. Et troisièmement, la ville, elle est imparfaite aussi. On ne peut pas chercher la perfection de la ville. Il n'y a pas la ville parfaite. C'est pour ça qu'il faut trier de tout ce qui est dit, parce qu'il faut beaucoup d'humilité quand on étudie des problèmes complexes. Il faut beaucoup d'humilité pour identifier ces vrais défis et laisser de côté ce qui est de l'ordre de la démagogie. Si on vous promet une ville complète, c'est bidon. Une ville dans laquelle il n'y aura pas de fragilité, c'est bidon aussi. Une ville dans laquelle elle soit parfaite, c'est bidon aussi. Ce sont donc des choses qu'il faut aller puiser vraiment au fond pour trouver quelles sont les vraies menaces et quelles sont les vraies opportunités qui peuvent apparaître. Aujourd'hui, la vraie menace, qui relie toute la planète et tous les gens qui sont sur Terre et qui sont majoritairement urbains, c'est la menace climatique par la transformation de la ville que l'homme a produite. Et ce qu'on appelle donc le siècle de l'Anthropocène, qui est maintenant devenu un concept très populaire. Je rappelle que le concept de l'Anthropocène était proposé en 1992 par le prix Nobel de chimie Paul Krugman. 92, c'était la couche d'ozone d'ailleurs. Et donc il a proposé ce concept parce que nous vivons dans l'ère de l'Holocène, moins 10 000 ans. La dernière glaciation, elle date des moins 10 000 ans. C'est l'ère géologique dans laquelle nous vivons. Et Krugman a proposé qu'on appelle cette nouvelle ère de la fin du XXe l'Anthropocène, parce que ça correspond au fait que l'homme modifie par sa propre activité et son mode de vie l'environnement, et que cet environnement donc devient lui-même dangereux pour l'existence même de l'humanité. Donc il y a beaucoup de débats très scientifiques pour savoir si on accepte ou pas l'ère géologique anthropocène comme la succession de l'Holocène, mais en attendant, ces mots, ils portent donc quelque chose de très fort qui est le fait que l'homme, pour la première fois de son histoire, se met en danger lui-même parce qu'elle transforme l'environnement dans lequel il vit et qui donc du coup lui complique la tâche. On l'a déjà vu en introduction avec rien que les dépassements de 400 particules par million de CO2. Donc voilà des vrais défis. Est-ce que nous serons dans la case de feu ou est-ce que nous serons dans un monde qui aura réussi à rendre stable sa température par rapport à des conditions de vie? Le réchauffement climatique, donc le GIEC, IPCC en anglais, au mois de décembre, a fait son rapport et donc ça a été amplement médiatisé avec il est encore temps et d'autres mouvements. Et on dit donc, les accords de Paris c'était 2 degrés. On sait qu'aujourd'hui, rien que 0,5 degrés représente déjà énormément de menaces en termes donc de climat, qualité de vie, et circuits alimentaires, et catastrophes naturelles, etc. Donc on en parle aujourd'hui, la neutralité carbone à l'horizon 2050. Si on veut attendre la neutralité carbone à l'horizon 2050, ça veut dire qu'on doit avoir, dans les 10 prochaines années, d'ici 2030, moins 65% d'émissions de CO2. C'est clair, c'est net, c'est précis. Si on n'est pas à la neutralité carbone en 2050, si les ppm donc, arrivent à 450 ou plus, c'est la survie de la planète à l'horizon de la fin de ce siècle qui est rudement mise en question. C'est pour ça qu'on peut prendre la problématique des villes par les bouts qu'on veut, à Paris, à Tombouctou, à Bogota, à Sao Paulo, à New York. La seule réalité factuelle, c'est que les climats continuent inexorablement à augmenter parce que les émissions de CO2 continuent à augmenter par l'activité humaine, par nos modes de production et de consommation. Et que donc, les vrais défis majeurs forts, c'est aller vers une ville bas carbone, aller dans un mode de vie décarboné, et que donc on ne peut plus continuer, j'ai pris cette photo le 8 décembre à la manifestation donc pour le climat, à changer les pansements, mais il faut vraiment penser le changement, mais les penser et donc plus que cela, agir. J'aime beaucoup cette image parce que c'est un artiste espagnol qui s'appelle Isaac Cordal qui a installé cette petite sculpture, c'est une tiny de sculpture, à Berlin en 2011. Et il s'appelle « Les politiciens discutent autour du changement climatique ». Je trouve qu'effectivement, dans l'état actuel des choses, il est pas mal représentatif. Mais c'est un clin d'œil parce que Isaac Cordal, c'est un sculpteur qui est né et habite à Pontevedra, donc en Galicie.
sur le chemin de Porto et Saint-Jacques-de-Compostelle. C'était une ville dans laquelle il y avait à peu près 110 000 véhicules par jour qui traversaient la ville. Et donc, depuis à peu près 30 ans, le maire Miguel Ancho Lores est arrivé avec un concept donc, de la ville dans laquelle les piétons seront rois. Et aujourd'hui, c'est une ville européenne dans laquelle on a montré, tout en étant une petite ville, qu'on pouvait changer les paradigmes et que donc la ville pouvait vivre sans faire la guerre aux voitures, mais en inversant la pyramide, en donnant la priorité aux piétons. Et donc Pontevedra, Pontevedra, vous regardez, il y a plein d'articles sur YouTube. The Guardian a fait une couverture, bon bref, voilà. Donc je n'ai pas assez de temps pour parler de ça, mais allez jeter un coup d'œil, Pontevedra, puisque c'est un vrai exemple de comment on peut changer le paradigme et en démontrant que on peut continuer à vivre dans la ville, que ça ne va pas s'écrouler, qu'on continue à faire du business, les gens, mais qu'on peut vivre autrement. Donc c'est ça la réalité aujourd'hui urbaine. On a peu de temps devant nous. On a même tellement très peu de temps devant nous que même elle me fait signe qu'on a très peu de temps pour la fin de la leçon. Donc voilà, ça vous le voyez de plus en plus dans les villes. Donc ce n'est plus uniquement en Irak, où on a monté depuis 6-7 ans au-dessus des 50. Maintenant, c'est au Portugal, maintenant, c'est en Espagne, maintenant, c'est en Grèce. Donc ça, c'était l'été dernier. Donc la situation caniculaire qui se produit maintenant dans tous les grands continents. On l'a vu il y a quelques semaines, moins 40 en Amérique du Nord avec les vortex polaires qui s'est déplacés donc sur le Canada et le nord des États-Unis. Et côté Australie, il faisait plus 40, plus 45, donc avec des situations totalement exotiques. Donc finalement, quand on parle de la vie urbaine, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces tableaux-là? Voilà. On a une ubiquité massive, donc à la Orwell, on le voit avec la social facing donc en Chine, où on capte la vidéo de chacun de nous dans une grande base de données. Et donc, si vous crachez par terre ou vous posez vos pieds sur la banquette, on vous enlève des points de vie, en fait des points de vie urbaine. Et voilà. Et voilà. Par rapport à Bradbury, par rapport à André Huxley, et donc la mention de la nature. Donc, sur Internet a beaucoup circulé l'intersection de ces trois-là. Et donc, moi, j'ai rajouté Humboldt, parce que je trouve que l'héritage de Humboldt, c'est un des plus importants héritages de l'histoire de la science moderne. Je vous invite à découvrir Alexander von Humboldt, qui est donc le plus grand géographe, fondateur de la géographie moderne, fondateur de l'écologie, siècle de lumière, 18e, anti-esclavagiste, homosexuel par ailleurs. Donc, il était copain d'un des plus grands mathématiciens, d'ailleurs, Gay-Lussac. Et donc, il a vraiment porté une vision de l'écologie moderne. Il est académicien, c'est lui qui a fondé la Société de géographie. Voilà, donc la question se pose, voilà, qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Donc, tous les gens qui font de la technologie pendant très longtemps, ils sont raisonnés donc de gauche à droite, quand en fait aujourd'hui la situation nous oblige à raisonner de droite à gauche. C'est-à-dire que les paradigmes technologiques imposaient des ruptures qui amenaient à des propositions de création de valeur, qui se traduisaient par de nouveaux modèles économiques, et on s'en foutait un peu de ce qui s'est passé avec la planète. Voilà. C'est un peu le cycle des révolutions technologiques qui se sont succédées les unes après les autres jusqu'à arriver à celle de l'Internet, les plateformes, le commerce électronique, les réseaux sociaux, etc. Donc on a surtout été dans un cycle d'innovation de gauche à droite. Aujourd'hui, dans un monde qui est devenu urbain, dans une économie qui est devenue servicielle, plus que les infrastructures, dans la vie urbaine, ce qui intéresse les gens, c'est les usages. On quitte un monde basé sur la propriété pour avoir un monde où l'usage est celui qui définira essentiellement comment je vis dans la vie urbaine. Ça veut dire que la chaîne de transformation urbaine et la chaîne de création de la valeur, il ne faut plus la lire de droite à gauche, mais de gauche à droite, face à une vie urbaine, avec la pression et l'urgence écologique, compte tenu des contraintes économiques et de la crise économique, quelles sont les valeurs que je vais porter, et à ce moment-là, comment la technologie peut pousser ces valeurs-là pour aller offrir des services et des usages qui soient à la hauteur. Donc, en fonction que vous soyez lecteur de gauche à droite ou lecteur de droite à gauche,
votre représentation de la vie urbaine et de manière de vivre, elle va changer totalement. Si vous continuez à réfléchir de droite à gauche, les 3 degrés ne seront jamais atteints. Parce qu'on va continuer à produire de la technologie pour faire de nouvelles propositions de valeurs, pour créer de la valeur économique, et donc, in fine, c'est le climat, c'est l'environnement qui souffre, et donc nous irons tous vers les murs, et en plus en klaxonnant, c'est le cas de dire. Si on raisonne dans ce sens-là, c'est l'urgence écologique qui prime. Puisque nous vivons dans la vie urbaine, nous sommes tous responsables de cette vie urbaine. La crise économique amène des contraintes, c'est-à-dire qu'il faut peut-être changer des modèles économiques, changer des modèles de production, des modèles de consommation. Ça veut dire qu'il faut avoir d'autres valeurs différentes que uniquement la rentabilité et les profits, sortir du taylorisme, sortir des productivismes, poser l'humain au cœur de ces valeurs, et alors la technologie, elle va venir jouer un rôle intéressant pour transformer une vie urbaine dans une qualité de service. C'est pour ça que le pilier de la ville intelligente que j'ai promu dans le monde, c'est la ville intelligente car humaine. C'est-à-dire qu'on met l'homme au cœur. On met l'homme qui habite dans la ville, mais qui impacte aussi les territoires. On met l'homme qui habite dans un écosystème urbano-territorial. Et à ce moment-là, les développements durables que nous on connaît retrouvent son expression sur sa création de valeurs, d'abord environnementales, puisqu'il y a une urgence écologique, sur le lien social et l'inclusion sociale comme axe majeur dans la manière comment on peut se relationner dans la vie urbaine, et l'économie comme instrument, effectivement, de création et de transformation pour produire des richesses et de les partager. Et c'est ça qui change la lecture des choses. Je termine. C'est ça qui change la lecture des choses. C'est ça qui change l'angle du combat pour le climat. Parce qu'on ne se bat pas uniquement pour le climat et pas que pour entendre les oiseaux, même si ça en fait partie de ce que nous voulons, mais c'est parce qu'en se battant pour le climat, on se bat pour les liens sociaux et on se bat pour une économie dans laquelle on puisse avoir un partage des richesses. C'est pour ça qu'on dit qu'il ne peut pas y avoir de justice climatique s'il n'y a pas de justice sociale, s'il n'y a pas de justice économique. C'est-à-dire qu'on se pose la question de comment réagencer dans la vie urbaine les circuits de création des valeurs et on se pose la question du bien commun sous un angle qui devient in fine tout à fait banal. Les biens communs urbains aujourd'hui est en danger. Les dangers des lots. Donc ça c'est des hackings de bornes d'incendie à Aubervilliers, au 4 chemins, parce qu'il fait 40 degrés dans des HLM construits donc à la chaîne il y a 50 ans et qui donc ne favorisent d'aucune manière de la ville apaisée face au changement climatique. Donc ce n'est pas 3 générations qui prennent de l'eau en fraîcheur un dimanche, c'est les jeunes qui cassent les bornes d'incendie pour faire des piscines verticales, ce qu'on appelle les geysers urbains, voilà, pour avoir de la fraîcheur qui devient la première source d'incivilité urbaine les étés, pas qu'en banlieue parisienne, un peu partout. Ça signifie que cette eau, je vous invite à lire, le journal La Tribune va publier vendredi dans l'hebdo une enquête rien que sur Bordeaux et les stress hydriques bordelais aujourd'hui, puisqu'on manque d'eau, on va la chercher sous un phréatique qui touche les viticulteurs. Et les viticulteurs disent, attendez, en train de me toucher mon eau, alors là, ça ne va pas la faire du tout. Là. Et donc, ça devient aujourd'hui une vraie problématique donc, dans cette région-là, puisque l'eau devient un bien commun, donc, comme l'air, dont nous voyons tous donc, les combats qu'il porte. Les cartes de Respire, il y a quelques jours, sont effrayantes. Donc là, l'ombre. Donc l'ombre va devenir une denrée chère urbaine. Voilà, parce que le climat il change, parce qu'on a des villes urbaines qui ne sont pas en situation de biodiversité. Donc l'eau, l'air et l'ombre deviennent des nouveaux combats, même des nouveaux luxes pour les survivants du XXIe siècle. Et à l'heure de l'intelligence artificielle, à l'heure du numérique dans les villes, à l'heure donc du développement de la technologie, il y a 3 autres nouveaux combats urbains, défis qui se rajoutent à l'eau, l'air, l'ombre, qui est l'espace. Donc avoir un espace minimum dans lequel on peut être de manière confortable et donc revoir cet espace-là. Le temps,
Voilà. Où passe le temps? Voilà. Aujourd'hui, beaucoup de temps, il est passé ce qu'on appelle un temps de liaison. C'est pour aller d'une fonction sociale à une autre. La fonction sociale mais logée, la fonction sociale travailler, le temps il est pris en tant que liaison, pas en tant que temps de vie. Donc c'est ce qu'on appelle la mobilité subie, plutôt que l'immobilité choisie. Voilà. Et les silences, parce qu'on est complètement immergé dans un capharnaüm des fake news, des réseaux sociaux, de toutes sortes de futilités qui circulent, même très dangereuses par rapport à la manière comme c'est représenté le monde. Donc l'eau, l'air, l'ombre, l'espace, le temps et les silences, ce sont des défis, des survents du XXIe siècle, quelle qu'elle soit la portée de la crise économique, parce que ça touche donc des valeurs profondes. Des valeurs profondes donc, qui, liées à cette triptyque valeurs environnementales, valeurs sociales et valeurs économiques, amènent à concevoir une vie urbaine dans laquelle la lutte contre la pauvreté, la lutte pour l'inclusion sociale, la lutte pour la démocratie nous interrogent à ce moment-là sur la manière comment on peut créer de nouvelles urbanités. C'est pour ça que ce type de manifestation, donc, comme je dis les jeunes, nous interroge sur les liens entre la ville et les territoires. Comment aller de la présence d'une manifestation contestataire dans un rond-point vers la circularité de l'économie. C'est les textes que je suis en train d'écrire. Donc, aller du rond-point vers l'économie circulaire. C'est ça la vraie interrogation qu'il y a aujourd'hui. Puisqu'on tourne en rond sur le changement de modèle et parce que nous avons besoin donc de... J'ai pris cette photo il y a quelques jours en allant avec Jean-François à New York. Donc, ça c'était le SNCF, donc tout simplement. Voilà. Donc, comment je peux vous aider? Voilà. C'est-à-dire comment on peut construire une autre circularité. Ça veut dire qu'il faut réimaginer la vie urbaine avec une autre capillarité territoriale. Il faut aller ressourcer les villes dans un environnement territorial différent. Comment voulez-vous ressourcer la vie territoriale dans un pays comme la France, qui est dans ses voies des transports, tout simplement dans la prolongation de l'ingénieur Auguste Belgrand, qui à l'époque, donc sous Louis-Philippe, quand le préfet Haussmann a changé Paris, il a été chargé de créer les chemins de fer. Et donc la société PLM, par Marseille, a été créée. Et donc la société PLM a été créée, en 1872, par cette capillarité, par cette axiologie, donc au Paris vers le reste, et regardez donc cette comparaison dans un monde dans lequel la vision territoriale, finalement, est attachée à une vision de l'État, à une vision jacobine, à une vision centralisatrice. J'ai fait comparer, donc, lors de cette crise des Gilets jaunes, à plusieurs présidents des régions, donc, ce qui était toujours mon siècle dont je parle, 1910-1930 à aujourd'hui, c'était les chemins de fer, donc il y a 100 ans, c'est les chemins de fer aujourd'hui. Donc on a une disgrégation territoriale en parallèle d'une vie urbaine métropolitaine qui génère une très forte attractivité et qui rend disjointes les fonctions sociales urbaines, en particulier me loger, travailler et me soigner. Ce sont trois fonctions sociales dans lesquelles on crée une distance. Il faut un temps de liaison. Et qui dit un temps de liaison dit une manière de se déplacer pour les attendre. Et donc, la résultante des trois, un temps versus donc, une crise économique, génère forcément cette anxiété dont les Gilets jaunes sont une des expressions fortes par les temps qui courent, puisque c'est ces contradictions territoriales qui se vivent. Cette anamorphose, elle a été proposée par le CGET lors de son enquête 2017, et on voit bien, donc, quand on fait cette anamorphose, donc les ressources donc, métropolitaines versus les ressources régionales. J'avais fait la même, mais cette fois-ci moi donc, sur l'Allemagne. Je ne l'ai pas ici, mais la comparaison elle est assez criante, parce qu'on voit que les bulles allemandes elles sont réparties sur le territoire. Tandis que vous voyez ici cette hypertrophie donc, qui montre cette difficulté à bien comprendre nos territoires. Bien sûr, la pauvreté, je disais au début de cette leçon, elle, aujourd'hui, se concentre également dans les villes. Donc, il faut s'interroger donc, sur cette absence de revenus
qui est donc en clair, en fait en orange. Voilà. Donc les salaires, les taux de pauvreté, c'est 60% du salaire médian. Donc un salaire médian, c'est 2 000 euros. Donc avec l'urbanisation, la métropolisation, l'attractivité, donc le fait qu'on se déplace de plus en plus, et également la dislocation des foyers, donc par de plus en plus l'apparition des familles monoparentales, dans ces contextes urbains, ça crée effectivement ces difficultés. On voit par exemple ici une enquête récente de l'INSEE, donc les tâches de pauvreté à l'échelle des communes, à l'échelle des mairies. Donc on voit qu'effectivement, il y a beaucoup de warnings qui sont dans les circuits métropolitains, territoriaux et urbains depuis une bonne dizaine d'années auxquels il faut leur prêter attention. Et je parle donc de conquérir ou reconquérir la qualité de vie urbaine et métropolitaine par rapport à une recomposition territoriale, donner beaucoup plus de pouvoir, faire une décentralisation extrêmement massive qui permette effectivement de réinventer les territoires, de développer des territoires inclusifs, donc on appelle ces territoires zéro chômeur et des bien vivre ensemble, et dans lesquels la technologie puisse jouer un rôle, qu'on soit dans un environnement métropolitain, urbain ou des villes moyennes. Les villes moyennes en France, c'est un bijou, je le disais à New York il y a quelques jours dans ma conférence, puisque c'est la manière de s'engorger des grands centres urbains, mais ça demande qu'on offre une qualité de vie qui soit conséquente. C'est pour ça qu'avec mon ami Boyd Cohen et Rob Adams, on a lancé un manifesto à Eindhoven il y a 2 ans, en disant, plus que les smart cities, c'est les villes heureuses que nous voulons. Une ville heureuse, c'est une ville dans laquelle on est... se sentent en sécurité, dans lesquelles on puisse marcher, et qu'ils soient green, dans lesquelles on puisse avoir une vraie économie de partage et pas des prédations, dans lesquelles on puisse avoir donc, des habitants qui sont socialement connectés, et une culture urbaine avec une fierté de qui nous sommes. Donc, je suis obligé de finir. Donc, la question de cette ville heureuse, c'est est-ce que ma ville est vivante et est-ce que je suis vivant dans ma ville. Donc, comment je peux construire une ville collaborative, pas uniquement par les plateformes, mais par les partages des ressources urbains, et comment, en fait, nous pouvons, ensemble, façonner ce qui devient aujourd'hui indispensable, la transition urbaine et territoriale. Et on n'a pas le choix, si on veut, donc, faire face aux défis que j'ai évoqués tout à l'heure. Et c'est là, ça passe pour tisser des nouveaux liens de confiance. Aujourd'hui, nous avons une société qui est angoissée, qui est un proie parfois à la violence, surtout les samedis, mais qui est un proie aussi à des manifestations de détresse, on le voit aussi les samedis, et qui est tendue, on le voit à l'égard du président de la République quand il discute avec beaucoup de gens, on le voit avec des corps intermédiaires qui sont un peu perdus, donc il faut restaurer des liens de confiance. Les nouvelles technologies aide énormément à retrouver des liens de confiance. On l'a vu avec les succès des plateformes qui reposent souvent sur des liens de confiance, la multinotation, etc. Donc, l'open data, des nouvelles technologies autour des économies locales et territoriales permet de recréer des liens de confiance. On l'a vu dans pas mal de territoires. Je n'aurai pas le temps pour les développer sur des exemples, mais c'est une réalité. Et c'est pour ça que si on veut finir sur une note technologique, donc on est capable aujourd'hui, au travers de la data, de créer donc, dans un triptyque collectivité habitants par rapport aux usagers des nouveaux services urbains, basés sur donc, la collecte de données, pardon, ça j'ai déjà dit, avec cette notion, on va dire, de la ville du quart d'heure, c'est-à-dire d'offrir des liens de confiance à un quart d'heure de chez soi, à une demi-heure de chez soi, dans lesquels je vais trouver les ressources urbaines qui me permettent d'être donc, dans une ville apaisée. Ça passe par réinventer les services de proximité, des services de proximité qui finalement me permettent, en tant qu'urbain, d'accéder sereinement à ces 6 choses élémentaires que quand on les a, en fait on est heureux, quand on habite, quand on se nourrit, quand on travaille, quand on s'épanouit, quand on se soigne. Ce sont des choses aujourd'hui qu'on veut construire avec la chaire, avec des équipes de travail. Donc on met en place un projet sur les 18e, 19e, 93, parce que nous pensons qu'on peut aujourd'hui effectivement tisser des nouveaux liens autour des fonctions sociales urbaines
et que finalement, les vrais défis de la ville pour tous, pour finir ici, puisque c'est la maison de l'économie sociale et solidaire, c'est de recréer la circularité territoriale, la circularité sociale et la circularité de l'économie. Donc si pas loin de nous habitons, on se loge, on travaille, on se soigne, on a accès à l'éducation, à la culture et on peut s'épanouir, que ce soit de manière physique ou virtuelle au travers des nouvelles technologies, on aura donc une capacité à créer de la valeur territoriale, économique, sociale et écologique qui pourra nous porter vers un environnement donc beaucoup plus apaisé que ce que nous vivons aujourd'hui. Voilà donc les vrais défis. Et être fier de nos territoires et de nos villes, et vivre de manière apaisée avec de l'inclusion sociale, développer l'économie dans une voie de partage, prendre soin de l'environnement donc dans une nouvelle manière de produire et de consommer, donc soigner les biens communs et nos ressources, et avoir de l'apaisement face à des villes qui resteront toujours anxiogènes et pour lesquelles la résilience sera un élément majeur. Voilà, j'arrête là. Merci pour votre attention et la place pour discuter. Merci beaucoup.